Du feu, des contes et de l'Afghanistan autour du dossier vers la fin des guerres sans fin. Chaque mois, le podcast du Diplo propose un parcours dans le numéro en kiosque. Voici celui de septembre 2021. Et c'est la rentrée donc. Sortez les briquets, y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville, y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie, y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000, y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macar, je l'embrasse. Ouais, grosse. Me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap, chantait Diams dans La Boulette, l'hymne des jeunes de l'an 2000. 20 ans après, le Diplo s'interroge. Pourquoi ne pas rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans ? Très bonne idée, explique Jean-Pierre Terrail, page 10, mais pas en l'état, ni pour faire n'importe quoi. Porter l'obligation scolaire à 18 ans serait irréaliste sans une réforme de notre système éducatif susceptible de limiter drastiquement l'échec et les inégalités, sans un réexamen d'ensemble de l'institution, dans ses structures, ses contenus d'enseignement et les modalités des transmissions cognitives. Dans son article, Terrail avance également quelques pistes pour une redéfinition du bagage culturel commun à transmettre aux futures générations. Sortez les briquets. Le briquet, c'est aussi le titre du premier conte du Danois Hans Christian Andersen, l'auteur de La Petite Sirène, du Vilain Petit Canard ou de La Reine des Neiges. Né en 1805, d'un père cordonnier dans la misère, et mort 70 ans plus tard, au faîte de sa gloire. Agathe Mélinan raconte son ascension, page 27. Reconnu, fêté, Hans Christian, l'ancien pauvre, oublie tout à fait la classe ouvrière, les problèmes politiques et sociaux de son temps, les grands mouvements d'idées. Conservateur, il défend les valeurs bourgeoises. Sorti de la misère à la force du poignet, il ne s'intéresse aux cordonniers que dans ses histoires. Il n'est pas Dickens. Il laisse néanmoins une postérité immense. Ses contes, on les transforme, les adoucit, on vend du bonheur, des dessins Disney sucrés, la Reine des Neiges devient gentille et la Petite Sirène connaît un happy end. Plus de terreur, plus de malheur. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments, libéré, délivré. Le conte s'aseptise et se perd, mais le poète demeure plus fort que l'exégèse ou la trahison. Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Profitons-en pour rappeler que le numéro de Manière de voir sur la mer, histoire, enjeu, menace, est toujours en kiosque. Et retournons sur Terre pour entrer maintenant de plein pied dans le monde diplomatique de septembre 2021. Un numéro qui s'intéresse à Señor José Pedro Castillo Terrones. Pedro Castillo, le nouveau président du Pérou, dit El Profe, un président qui pour la première fois ressemble au Péruvien, au socialiste britannique Ken Livingstone, dit Ken le Rouge, dernier chef du Conseil du Grand Londres, puis maire de la ville, qui ne put ou ne sut empêcher sa mutation en paradis de la finance, ou à Gattaca. In the not too distant future, our DNA dans un will avenir determine pas si everything lointain, about us. notre ADN déterminera notre vie. un autre paradis très prometteur, celui de la médecine personnalisée, comprendre, génétiquement personnalisée, qui se développe grâce au séquençage de plus en plus facile et massif de l'ADN. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celles de son généticien local. Mais le Diplo de septembre s'intéresse surtout, on y arrive, à l'Afghanistan, repris par les talibans après le retrait des États-Unis, qui achèvent dans la pagaille et le sang leur départ du pays. 20 ans après. 20 ans de guerre méritaient quand même qu'on ait un échec aussi flagrant, méritait qu'on s'y consacre. D'ailleurs, on avait Martine Bullard concocté ce dossier bien avant l'effondrement de Kaboul avec une vitesse qu'on ne soupçonnait pas. Il y a 2 mois à peine, nous citions dans ce podcast la revue de presse internationale de France Culture qui disait ceci. Les Afghans, eux, ils sont déjà face à ce que le Wall Street Journal qualifie de marche sur Kaboul, lancée par les talibans, pas un jour sans une nouvelle conquête. C'était le 30 juin 2021. Effectivement, les talibans ont maîtrisé le pays à une vitesse absolument fulgurante.
en gros 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, et il y a eu une espèce de désordre, de débâcle absolument invraisemblable. On se demande comment la première puissance du monde ne conçoit pas de façon ordonnée, correcte, le départ de ses ressortissants. Alors même qu'il est prévu depuis l'accord de Doha. L'accord de Doha de mars, et puis il devait partir au mois de mai, puis M. Biden a repoussé jusqu'en 31 août. Donc il y avait vraiment de quoi prévoir le retrait des réfugiés ou des contractors, comme on les appelle en bon français, c'est-à-dire tous ceux qui avaient travaillé pour l'armée américaine ou occidentale. Et puis c'est pas tout, le 26 août, soit la veille du bouclage, un attentat très sanglant survient à l'aéroport de Kaboul, un attentat revendiqué par l'organisation de l'État islamique, ou Daesh, qui vous a obligé, Martine, vous qui avez coordonné ce dossier, à revoir le matin du bouclage quelques éléments des papiers. Absolument, mais vraiment quelques heures, ça c'est vraiment dès le matin. On a avec Serge Halimi, le directeur, et puis la personne qui était aussi responsable de l'édition, Renaud Lambert, on a modifié un certain nombre de choses, le chapeau, quelques passages ici ou là. Mais en vérité, on n'a pas tellement eu à bouger l'ensemble du dossier qu'on avait prévu, tout simplement parce que le dossier contenait des analyses de fond. Et Martine, il y a quelqu'un d'autre qui a été surpris par l'accélération en Afghanistan, de l'actualité en Afghanistan, c'est notre envoyé spécial, Romain Mielcarrec. Effectivement, il était sur place depuis le début août, où il est allé à Kaboul et à Kandahar, qui venait d'être pris par les talibans. Et donc il a rencontré énormément d'Afghans et d'Afghanes. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est naturellement que Kaboul tombe aussi vite. Et le 15 août, pratiquement 1 heure avant l'entrée des talibans dans Kaboul, Mielcarec était dans l'avion. C'était prévu, on avait vu ça comme ça, pour repartir vers Paris. Je dois avouer que j'étais assez contente qu'il ait pris l'avion, parce que la situation était très chaotique et très dangereuse pour les Occidentaux. Et lui n'était pas déçu, quelque part, de ne pas être sur place à ce moment-là? Ah ben ça, faut lui demander. On a voulu en savoir plus, donc on est allé voir Romain Mielcarec chez lui. Bonjour Romain. Bonjour. Moi, en fait, pendant mon escale à Dubaï, j'allume mon téléphone et je vois tous les collègues à Paris qui m'appellent pour me dire comment je fais pour rentrer, comment je fais, est-ce que c'est encore possible d'avoir un visa, de prendre un avion, etc. Et moi, en fait, je suis un peu comme tout le monde, je suis surpris à ce moment-là. Le reportage de Romain Mielcarec à Kaboul et à Kandahar, loin des caméras, est à lire pages 12 et 13. Loin des caméras, souvent confisqué par quelqu'un qui nous est cher au monde diplomatique, on parlait déjà de lui dans le podcast du numéro de juillet, Bernard-Henri Lévy, qui déclarait ceci le 16 août dernier sur BFM TV. Vous savez, les talibans ne sont pas ce sont des bons terroristes, mais ce sont des mauvais soldats. Ces soldats en motocyclette qu'on a vus sur des images il y a 25 ans et qu'on a revus aujourd'hui, ça n'est pas une armée redoutable. Oui, alors c'est un des points que je relève dans mon papier, dans mon article. Raisonner comme ça, c'est complètement absurde. Et c'est d'autant plus absurde de tenir ce raisonnement-là, alors que militairement, ils viennent de gagner. C'est sûr que si on part du principe qu'il faudrait qu'une armée s'oppose à son adversaire en utilisant tous les domaines dans lesquels elle est faible, et du coup qu'elle prête le flanc à ses ennemis, ce serait facile. Là, face aux Américains et à leurs alliés, les talibans ont utilisé des outils qui sont efficaces. Je prends l'exemple de la mobilette. C'est vraiment intéressant de se moquer de la mobilette parce que les 2 roues sont interdits dans les principales grandes villes afghanes pour la simple raison que c'est ce qui permettait justement aux talibans de porter des coups très très durs aux autorités et aux forces armées afghanes. Pourquoi ? Parce que ces villes sont complètement bloquées par une circulation routière qui s'est densifiée massivement. Et du coup, le 2 roues, c'est ce qui permet de passer entre les bouchons, porter un coup, une bombe, un assassinat, et de repartir. Donc en fait, c'est une arme extrêmement puissante entre les mains des talibans. Alors oui, c'est pas un outil extrêmement difficile à se fournir, mais en réalité,
toutes les grandes armées du monde utilisent ce type de véhicule, ce type de manœuvre. Alors, soit des 2 roues, soit des 4 roues, parce que ça permet de se déplacer librement, d'être très léger, c'est facile à entretenir, ça coûte pas grand-chose, et ça permet de parcourir des kilomètres et des kilomètres sans se faire repérer par son ennemi. Le mot de la fin revient à Martine Bullard, qui a coordonné le dossier de septembre. Martine, auprès de qui on s'inquiétait d'arriver un peu trop tard, l'Afghanistan ayant été souvent à la une ces dernières semaines. Bien sûr, mais on parle de l'Afghanistan, mais on parle très mal de l'Afghanistan. On continue à ne pas comprendre ce qui se passe. On continue à avoir des clichés. Alors bon, les clichés les plus connus, c'est ceux de Bernard-Henri Lévy, mais il y en a d'autres. On continue avec un mode de pensée qui est un mode de pensée dépassé, qui ne connaît pas le pays. D'ailleurs, pour continuer sur mon papier, on l'a titré « Tout était pourtant écrit ». Non pas qu'on soit plus malin que les autres, on savait. Mais non seulement on savait, pas parce qu'on est plus intelligent, mais parce qu'on analyse les raisons pour lesquelles, la façon dont on intervient, mais on révèle aussi, dans mon papier, mais surtout dans les informations tout autour, que les Américains et les dirigeants américains savaient depuis pratiquement 1 an après le début de la guerre, même pas quelques mois après le début de la guerre, on savait qu'on allait à l'échec. Une fois que la corruption a atteint le degré que j'ai vu là-bas, c'est incroyablement difficile, voire carrément impossible à réparer. Ryan C. Crocker, ancien ambassadeur des États-Unis à Kaboul. Peut-être bien que notre plus grande et unique réalisation, malheureusement, et par inadvertance bien sûr, a été le développement de la corruption de masse. Ces propos d'un acteur direct du conflit, cité avec d'autres dans le dossier du mois, datent de 2016. C'est un peu comme un joueur de poker qui à chaque fois se dit « bon, je vais me refaire à la prochaine partie ». Et là, on mettait de plus en plus de moyens, de plus en plus de troupes, et on aboutit à une corruption généralisée et à même un rejet d'une partie de la population. D'ailleurs, il est quand même invraisemblable, ça je montre dans mon papier, que les Américains se soient retirés et décidé de se retirer sans consulter le gouvernement de Kaboul, ce qui est quand même incroyable, c'est ce gouvernement qu'ils avaient mis en place, sans consulter la population, évidemment, parce qu'ils estiment que cette population n'est pas digne d'être consultée, mais non plus sans consulter leurs partenaires de l'OTAN. C'est le sujet de l'éditorial de Serge Halimi. Oui, et puis qui dit à chaque étape, parce qu'on pourrait se dire « Ah, mais bon, ça y est, 20 ans de guerre, ça a été un échec, c'est le fiasco le plus total, c'est la débandade invraisemblable avec les images épouvantables de gens s'accrochant aux avions pour pouvoir ressortir. Bon, ils vont en tenir compte et maintenant, les Américains et les Occidentaux vont se développer eux-mêmes, négocier avec tout le monde et arrêter de penser qu'ils doivent diriger le monde. » Or, on voit bien le risque, et c'est ce que montre Serge Halimi, c'est qu'on retrouve un nouvel ennemi qui conduira éventuellement à une nouvelle intervention, même si il y aura quelques années espérer. On doit à présent espérer que le fiasco afghan ne va pas conduire l'Alliance Atlantique à raffermir ses rangs flageolants en suivant les États-Unis dans de nouvelles aventures, en faisant front, par exemple, à Taïwan ou en Crimée, contre la Chine ou la Russie. Ce danger est d'autant plus concevable que les désastres provoqués par les néoconservateurs en Irak, en Libye et en Afghanistan ont à peine ébréché leur nocivité. Après tout, les dégâts humains sont payés par d'autres qu'eux. En Occident, les guerres sont de plus en plus livrées par des prolétaires. La suite de cet éditorial de Serge Halimi, le chemin de Kaboul, comme la plupart des articles que l'on vient d'évoquer et quelques autres, sur la manière dont le Premier ministre hongrois Viktor Orban assure son pouvoir à long terme, via un réseau de fondations fiduciaires, sur l'île yéménite de Socotra, et ses dragonniers, ou sur notre obsession des indicateurs chiffrés sur le Covid, solidaires de la numérisation du monde par les GAFAM, sont également à écouter dans le journal audio, dont vous pouvez bénéficier si vous êtes abonné d'une manière ou d'une autre au Monde diplomatique. Et si après ça, vous avez encore faim... Là, on a tous les ingrédients réunis pour faire un cordon bleu industriel. Donc, tout ça? C'est ça. On a combien d'ingrédients? Là, on a déjà toute la viande, le fromage qu'on comporte déjà 10, le blanc de dinde aussi. Il en a combien? Extrait du documentaire La Grande Malbouffe, diffusé sur Arte le 2 février 10, 2021. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est ça, on est sur une trentaine. Voilà.
À peu près. Trentaine d'ingrédients, après ils sont pas forcément tous mis en même temps. Ils sont pas tous utilisés en même temps. Pour un cordon bleu maison, 5 ingrédients suffisent. Une escalope, du fromage et du bacon, de la chapelure et un œuf. Mais ce cordon bleu ne se conserve pas plus de 48 heures. Avec ces 30 ingrédients, le nôtre se gardera plus longtemps, mais surtout, il sera moins cher. Bref, comme le résume Élie Gatien, pages 20 et 21... Une affaire infinie, une affaire d'assemblage, mais plus de cuisine. Sur quelques 30 000 aliments étiquetés et emballés, on calcule que plus des 2/3 sont ultra transformés. Mais on manque de recul, et les effets sur la santé restent mal connus. Élie Gatien ne parle pas ici des vaccins, mais bien de l'assiette des Français en 2021. Quand assiette il y a. Quand elle n'est pas trop grasse. Trop salée. Ni trop sucrée. Celle des granivores. Mangeurs de graines exclusivement. Des frugivores. Que des fruits. Des instinctos. Seulement des produits bruts, sans assaisonnement ni mélange. Ou des liquidariens. Exclusivement des jus. Et tout ce gâchis. 10 millions de tonnes. C'est la quantité d'aliments gâchés tous les ans dans le pays. Soit le tiers de la production agricole, perdue quelque part entre le champ et l'assiette. Un consommateur moyen gaspille 30 kg chaque année. Donc tout ça. C'est ça. Au début de cet épisode, il y avait un briquet. Et pour conclure... Le feu. Necfeu plus précisément, à qui l'on doit un bel hommage dans ce titre spécial sur le dernier album de Laylo. Selon l'environnement, j'abaisse mon niveau. Comme un goldfish dans le bocal. Envie de romance, mais y'a personne qui vaut. Même en famille, j'ai des blocages, mais dans la vraie vie, flow calme. Toujours méfiant devant un plan cash. Premier feu, fit, flingue dans le local. Rec par PLK, 10 ans à l'occasion. Vision, hélico longue et la focale. Mensonge sur la langue de l'avocat. Perdre l'envie de l'avenir sur un claquage. Perdre la vie sur un plaquage. Que deviendront-nous types? Même moi, j'ai pas de bon diplôme. Comprendre leurs mots diplôme. Lis le monde diplo et le bon diplos. Un frère aide un frère quand il peut. Je laisse ouvert la fenêtre quand il pleut. On séchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu. Se chamailler, se battre, ne jamais les décevoir. Ceux avec qui je passais l'été sous le bat. Les seuls qui m'ont prêté des vrais se battent quand c'était spécial. Prochain épisode du podcast du Diplo en octobre. Retrouvez tous les épisodes dans le journal audio monde-diplomatique.fr/audio et d'ici là, rendez-vous en kiosque.